Deux nouveaux otages ont été libérés lundi soir par le Hamas. Il s'agit de deux femmes israéliennes originaires du kibboutz Nir Oz. Un troisième convoi d'aide humanitaire est arrivé à Gaza ce lundi, alors que les efforts diplomatiques se poursuivent dans la région. Emmanuel Macron est arrivé à Tel Aviv pour exprimer la pleine solidarité de la France avec Israël et plaider en faveur d'une trêve humanitaire. Avdivka, près de Donetsk, objet d'une intense bataille depuis plusieurs semaines dans le conflit ukrainien. Deux nouveaux otages ont été libérés lundi soir par le Hamas. Il s'agit de deux femmes israéliennes originaires du kibboutz Nir Oz. Leurs époux sont toujours détenus dans la bande de Gaza. Le Hamas a affirmé que les deux otages ont été libérés pour des raisons humanitaires pressantes grâce à une médiation du Qatar et de l'Égypte. La libération des otages est une condition non négociable pour les États-Unis avant d'envisager un éventuel cessez-le-feu à Gaza. Pendant ce temps, l'armée israélienne continue ses préparatifs en vue d'une offensive terrestre, massant des soldats aux abords de la bande de Gaza. Cette incursion inquiète la communauté internationale qui redoute un embrasement du conflit. Les frappes israéliennes se sont intensifiées ces derniers jours sur l'enclave où s'entassent 2,4 millions de Palestiniens soumis à un siège qui les prive de nourriture, d'eau et d'électricité. Lundi, le Hamas a affirmé que plus de 5000 Palestiniens, dont 2000 enfants, avaient été tués par les bombardements israéliens depuis le début du conflit. Lundi, un missile a été lancé depuis le Liban sur un poste militaire israélien, déclenchant les sirènes à Kiryat Shmona. Tel Aviv accuse le Hezbollah, un mouvement chiite libanais, de chercher l'escalade militaire. Une arrivée de l'aide humanitaire au compte-gouttes à Gaza. Ce lundi, un troisième convoi a traversé le point de passage de Rafah avec de la nourriture et du matériel médical, selon le Croissant-Rouge palestinien. Mais l'enclave attend toujours l'approvisionnement en fioul dont les réserves ne cessent de diminuer et pourraient même totalement s'épuiser dans 2 jours. L'ONU a appelé à un cessez-le-feu immédiat pour l'acheminement de plus d'aide, une aide à laquelle la Grande-Bretagne contribuera à hauteur de 24 millions de dollars, annonce faite par Rishi Sunak après son voyage dans la région jeudi dernier. Ce lundi, c'était au tour du Premier ministre néerlandais de s'entretenir avec Mahmoud Abbas, puis avec son homologue Benjamin Netanyahou. Mark Rutte qui a réaffirmé le droit d'Israël de se défendre tout en demandant de réduire les pertes civiles dans la bande de Gaza. Le conflit entre le Hamas et Israël sera au cœur de l'Assemblée générale des Nations unies ce jeudi. Le président français Emmanuel Macron est arrivé mardi à Tel Aviv pour exprimer la pleine solidarité de la France avec Israël. Lors de cette visite d'une journée, le dirigeant français doit plaider en faveur d'une trêve humanitaire qui pourrait mener à un cessez-le-feu. À l'aéroport de Tel Aviv mardi matin, Emmanuel Macron a rencontré des familles de Français ou de Franco-Israéliens tués dans l'attaque ou retenus otages dans la bande de Gaza. Au moins 30 ressortissants français ont été tués et 7 personnes portées disparues depuis l'attaque massive du Hamas. Un peu plus tard dans la journée, Emmanuel Macron doit s'entretenir avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président Isaac Herzog à Jérusalem. Selon l'Élysée, le chef de l'État va appeler à la reprise d'un véritable processus de paix pour la création d'un État palestinien, ce qui implique l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie. Selon plusieurs médias français, il doit également se rendre à Ramallah pour voir le président palestinien Mahmoud Abbas, une information non confirmée à ce stade par l'Élysée. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne demandent une pause humanitaire pour Gaza, mais n'appellent pas à un cessez-le-feu au Proche-Orient. Les diplomates européens réunis lundi à Luxembourg ont évoqué les derniers développements dans le conflit entre Israël et le Hamas et l'éventualité d'une opération terrestre des forces israéliennes. La rencontre a révélé une nouvelle fois les différentes analyses des États membres à propos de la situation. As a person who
would be against a ceasefire. A ceasefire means no one gets killed that day. But we have to think about what the goals are. And for Israel, and I think for the Western world, the goal would be to go after Hamas, the terrorist organization which has been terrorizing Israel for very many years. There is a terrorist organization controlling Gaza, sending rockets every day, perpetrated a barbarous attack on Israel territory. So the question is how such a ceasefire should be established. It needs to be established on both sides since it's valid, and I hope that no one is not understanding that Israel has a right for self-defense. La position officielle des ministres fait référence au droit d'Israël à se défendre et au respect du droit international. Mais ne pas demander un cessez-le-feu marque une différence entre le positionnement de l'Union et celui des Nations Unies. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, reconnaît que le choix européen est moins ambitieux, mais une trêve peut être décidée plus rapidement. Pour certains analystes, il n'y a cependant pas de contradiction de la part des 27. Of course, a call for a ceasefire would essentially be telling the Israelis, stop. And there are a number of people, leaders within the EU, that don't agree with that. They would want to see Israel given the chance, given the opportunity to, as they put it, eradicate the extremist elements in Gaza. I don't think that they will. But nevertheless, that's another story. That's a military discussion to be had. Le chef de la diplomatie européenne juge qu'une trêve doit permettre à l'aide humanitaire d'arriver en toute sécurité auprès des personnes qui en ont besoin. Les lourdes pertes n'arrêtent pas l'armée russe. Intense bataille entre les deux pays. Les Russes tentent d'encercler l'ennemi à Avdiivka, aux portes de Donetsk. Cette ville concentre en grande partie les efforts de la Russie, comme l'a confirmé le président Volodymyr Zelensky dans son allocution ce lundi. Провів ставку. Питання, по суті, єдине. Ситуація на всіх наших напрямках. Фронт, Авдіївка. Особливо вдячний воїнам на цьому напрямку. Стійкість там – це сила для всієї України зараз. Мар'їнка, інші Донецькі напрямки, Лиман, Куп'янськ. Дякую воїнам. Dimanche, 3 personnes ont été tuées après des tirs sur cette même zone d'Avdiivka. Les immeubles d'habitation sont détruits, les magasins n'existent plus, mais malgré les assauts réguliers, plus de 1500 personnes vivent toujours là, dépendant de l'aide humanitaire. Près de Kharkiv, 6 personnes ont trouvé la mort et 17 autres ont été blessées dans un centre de triage postal selon Kiev. Russian forces are funneling additional forces to the Avdiivka front, despite ongoing challenges with the frontal mechanized assaults and the failure of a renewed push over the past few days, says the Institute for the Study of War. Russian sources claim that Ukrainian defensive fortifications, including minefields, pose a significant challenge to Russian advances around Avdiivka. Avdiivka, with the pre-war population of around 32,000 people, has been a symbol of Ukrainian resistance since Russia's invasion in 2014. The frontline city, which is widely viewed as a gateway to recapturing the Russian-occupied city of Donetsk, which is about 20 kilometers away, was briefly seized by Russia in 2014, but was later retaken by Ukrainian forces, who in the next years have built solid fortifications here. Ukrainian sources stated that Russian forces continued to transfer personnel to the Avdiivka direction to support offensive efforts despite heavy losses. The UK Defence Ministry says recent Russian assaults in Avdiivka have contributed to a 90% increase in Russian casualties recorded by the Ukrainian Ministry of Defence. It is likely that Russia has suffered up to 190,000 permanent casualties, killed and permanently wounded since the full-scale invasion began, with the total figure, including temporarily wounded, recovered and due to return to the battlefield, of up to 290,000. And this does not include Wagner Group or the prisoner battalion who fought in Bakhmut. L'Iran est la dernière puissance étrangère en date à tenter d'apaiser les tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Téhéran a accueilli une réunion des ministres des Affaires étrangères des deux pays, ainsi que ceux de la Russie et de la Turquie, qui exercent tous deux une forte influence dans la région. L'hostilité reste forte après l'invasion de Bakou du territoire du Haut-Karabakh, encore dominé par les Arméniens le mois dernier. L'Iran souhaite que cette rencontre soit la pierre angulaire d'une amélioration des relations. Téhéran et Moscou ont aussi dénoncé l'interventionnisme de l'Union européenne et des États-Unis dans le Caucase du Sud. Arsenal cherchera à renouer avec la victoire ce soir contre le FC Séville lors de la 3e journée de la Ligue des Champions. Les Gunners abordent cette rencontre après un match nul 2-2 contre leurs rivaux londoniens de Chelsea en Première Ligue et 3 semaines après une défaite inattendue face à Lens. L'équipe de Mikel Arteta occupe la 2e place du groupe B et a une longueur d'avance sur le club espagnol après 2 matchs nuls lors de ses 2 premiers matchs de groupe. Le FC Séville, classé 13e en Liga, pourra probablement compter sur ses cadres et sa colonne vertébrale toujours solide avec Ramos en défense, Rakitic au milieu et Ocampos en attaque. Dans l'autre match du groupe, Lens tentera de conserver son avantage au classement en accueillant le PSV Eindhoven au stade Bollaert. Dans le groupe A, Manchester United, dos au mur, devra s'imposer à domicile contre le FC Copenhague, tandis que le Bayern Munich cherchera sa 3e victoire consécutive en Europe, cette fois contre Galatasaray. Dans le groupe C, le Real Madrid pourrait prendre une sérieuse option sur les 8e de finale si les hommes de Carlo Ancelotti parvenaient à décrocher les 3 points sur la pelouse du Sporting Braga. Et dans le groupe D, l'Inter, finaliste l'an dernier, sera opposé au FC Salzbourg. Benfica, de son côté, devra inverser la tendance face à la Real Sociedad pour éviter la dernière place, synonyme d'élimination de toute compétition européenne.